Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire intitulé «Les outils juridiques de la maîtrise foncière». Il s'inscrit dans un cycle de formation à destination des élus de l'Isère. Je passe la main à Pierre. Bonsoir à tous. Donc oui, je suis Pierre Merle, je suis chargé de mission en urbanisme au CIAE de l'Isère. Et ce soir, j'interviendrai avec des collègues de l'ETPORA, l'établissement public foncier Rhône-Alpes, donc Valérie Guébert et Boriana Peva, qui sont chargés d'affaires territoriales sur le secteur du Nord-Isère et du Rhône. On commencera ce webinaire par expliquer quel est le rôle de l'EPORA et du CIAE, qui sont des acteurs au service de l'accompagnement des collectivités. On enchaînera aujourd'hui sur pourquoi finalement la question foncière est si stratégique et pourquoi la question de sa maîtrise devient de plus en plus centrale pour les collectivités. Et puis on rentrera ensuite dans le vif du sujet en vous présentant une dizaine d'outils juridiques qui vous permettent de maîtriser l'urbanisation du foncier. On commencera dans un premier temps sur les outils qui vous permettent directement d'acquérir le foncier. On enchaînera ensuite sur des outils plus spécifiques propres au PLU qui vous permettent de maîtriser le foncier sans être obligé de l'acquérir. Et puis on enchaînera à la fin sur des outils un petit peu plus complexes qui sont propres à l'urbanisme de projet. Simplement aussi pour vous dire que ce soir, nous n'aborderons pas les questions qui sont propres au foncier agricole et pour lesquelles un acteur central, la SAFER, n'interviendra pas ce soir. Vous avez vu par ailleurs qu'on aménage des temps de questions entre chaque chapitre, je dirais, d'outils. Alors ce soir, ce ne sont pas des juristes de l'urbanisme qui vont intervenir. Donc si vous avez des questions un petit peu précises, ne vous censurez pas. On ne sera pas forcément amené à pouvoir répondre à tout, mais on n'hésitera pas à transmettre aux interlocuteurs adéquats si besoin. Alors, je vais juste rapidement vous parler du CIAE. Mon collègue Thibault l'a fait dans les précédents webinaires. Nous sommes une association départementale qui avons comme mission notamment d'accompagner, de conseiller les collectivités sur la question d'aménagement du territoire et sur tous ces aspects. L'une de nos missions, c'est aussi de former et de sensibiliser. C'est un petit peu l'objet de ce webinaire ce soir. Nous avons la chance d'avoir l'EPORA qui intervient ce soir, donc je vais rapidement passer la main à ma collègue Valérie Guimert qui pourra vous expliquer l'EPORA en tant qu'acteur et outil du foncier. Bonsoir. Donc l'EPORA, effectivement, c'est un établissement public foncier d'État qui a été créé en 98 avec un périmètre qu'on verra tout à l'heure sur notre slide, qui est arrêté par décret. Nous sommes un établissement public industriel et commercial et notre mission spécifique, c'est de lutter contre l'étalement urbain. Nous intervenons selon 4 axes qui sont définis comme prioritaires au titre de notre programme pluriannuel d'intervention, qui est notre feuille de route pour toutes les actions que nous menons. L'EPORA est partenaire des collectivités et nous conventionnons avec les collectivités et nous sommes en mesure de vous apporter différentes solutions. C'est un accompagnement stratégique qui passe par la réalisation d'études ou par une veille foncière. Nous pouvons faire des acquisitions foncières, gérer les biens dans le cadre d'un portage qui est défini, dont la durée est définie. Nous pouvons également faire des travaux de proto-aménagement. Donc, par ce terme, on veut dire des travaux de démolition, de désamiantage, de dépollution des sols. Et bien sûr, nous avons toute l'ingénierie dédiée qui est déployée pour pouvoir mener à bien ces travaux. Ensuite, c'est la cession des biens prêts à l'emploi. Donc, soit on est amené à rechercher des porteurs de projets aux côtés des collectivités, soit on cède à un opérateur qui nous est désigné ou on cède à la collectivité. Et nous amenons également un accompagnement financier. Donc, on peut participer au coût des études, au déficit foncier. On remobilise les fonds SRU pour les communes concernées. Par contre, il n'y a pas de facturation de nos frais de structure. Donc, en fait, nous avons un site internet sur lequel vous pourrez, si vous le souhaitez, vous connecter. On a même un petit film de présentation de notre établissement qui nous retrace un peu tout notre savoir-faire. Et on peut voir donc après sur la slide suivante dans notre périmètre. Donc effectivement, nous intervenons sur toute la Loire, toute la Drôme et toute l'Ardèche, et en Rhône sur la partie Nouveau-Rhône et en Isère sur la partie Nord-Isère. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis chargée d'affaires territoriales et j'interviens sur 5 communautés de communes du Nord-Isère, l'Isède, les Balcons du Dauphiné, les collines du Nord-Dauphiné, la Capille et les Vals du Dauphiné.
Et bonsoir, Boriana Paeva. Je suis chargée d'affaires territoriales et je suis l'interlocutrice des communautés de communes Bièvre-Isère Communauté entre Bièvre et Rhône et Vienne-Condrieu Agglomération. Merci Boriana. On va passer tout de suite sur cette question un petit peu particulière qui intéresse beaucoup les collectivités, qui est la question du foncier. Alors, vous avez souvent entendu ce chiffre un peu particulier. On dit qu'on consomme en France l'équivalent d'un département tous les 7 à 10 ans. Donc, il y a une consommation du foncier qui a été très importante ces 50 dernières années et qui pose de nombreux problèmes. Par ailleurs, le foncier est devenu de plus en plus cher. Au cours des années 2000, la première décennie des années 2000, le foncier constructible en France a pris en moyenne 60% de valeur. Donc, pour vous, collectivités, dans vos projets, la part de l'achat du foncier, elle est de plus en plus importante dans les différents projets que vous menez. La particularité aussi de la question foncière, c'est que tous les biens ne se valent pas. On est dans un département où on est d'ailleurs confronté au relief. Quand on regarde aussi le foncier qui est soumis au risque, eh bien, on se rend compte que finalement, le foncier utile, il n'est pas si important que ça dans certaines communes et sa maîtrise est de plus en plus stratégique. Et puis, vous le savez, depuis une vingtaine d'années, une succession d'évolutions législatives se sont attelées de plus en plus à lutter contre l'étalement urbain. Alors, Valérie vous a dit que l'EPORA était né un petit peu dans cette mouvance-là. Avec une série de lois qui vous encouragent d'une part donc, à ne plus trop urbaniser sur les fonciers agricoles et naturels, à engager des processus de densification dans votre foncier qui est déjà bâti, et puis à réaliser ce qu'on appelle du recyclage foncier, c'est-à-dire essayer de notamment urbaniser des friches ou des zones qui ont déjà été préalablement urbanisées. Lors des précédents webinaires, la DDT a déjà pu parler de cette notion de zéro artificialisation nette. Donc, c'est l'objectif qui pointe le fait d'arriver en 2040 à endiguer complètement l'étalement urbain. Donc, c'est un objectif qui est assez ambitieux, mais retenez bien cette notion de zéro artificialisation nette, puisque en tant qu'élu, vous allez y être assez confronté. Pour autant, le foncier, il est toujours aussi indispensable pour mener un certain nombre de projets, et notamment les différents projets que vous menez. Donc, cette question foncière, elle pose la question de quelle est la politique des collectivités. La politique foncière, la politique d'aménagement, vous pouvez l'aborder déjà au moment de l'élaboration de vos documents d'urbanisme, et notamment du PLU, du plan local d'urbanisme, dans un des chapitres un peu central du PLU qui est le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. Et puis, vous pouvez, cette politique d'aménagement, l'aborder également dans le zonage du PLU, mais définir des zones constructibles et des zones à urbaniser, des zones urbanisées et des zones à urbaniser, c'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire que ces politiques d'aménagement, il faut après les faire vivre. Alors, à la fois à travers les projets que vous menez, vous, collectivités, sur vos propres enjeux, sur les enjeux de voirie, sur les enjeux d'équipement public, mais aussi sur des enjeux privés sur lesquels vous êtes de plus en plus regardant, sur les enjeux de politique privée de l'habitat, où vous vous intéressez aux questions de mixité sociale, aux questions de mixité générationnelle aussi de plus en plus, et puis sur des questions relatives par exemple au commerce de proximité. Donc une fois que vous êtes mis d'accord en tant que collectivité sur ces politiques d'aménagement, se pose rapidement la question de la stratégie foncière, et c'est un terme qu'on abordera beaucoup ce soir. Au fond, vous avez des objectifs, mais quels moyens vous mettez en face pour les tenir, ces objectifs? Donc, quels acteurs vous mettez autour de la table? L'EPORA en est un, par exemple, pour vous aider à faire sortir vos projets. Quels outils vous mobilisez? Ce soir, on abordera une dizaine d'outils qui sont très différents et qui vous permettent d'envisager cette stratégie foncière. Et puis surtout, quel modèle économique vous mettez en face pour faire sortir ces projets? Ce soir, on va essayer un petit peu de vous faire comprendre que acquérir du foncier quand on est une collectivité, qu'on est déterminé, qu'on anticipe un peu les choses, c'est pas forcément un enjeu en soi, c'est pas très compliqué. L'enjeu, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on achète quelque chose qui est vraiment utile et est-ce qu'on l'achète au bon prix. Ça, c'est quelque chose qui reviendra à plusieurs moments. Donc, on va vous présenter une espèce de boîte à outils du foncier dans laquelle vous pourrez piocher à tout moment.
Et puis, cette stratégie foncière, eh bien, elle doit reposer sur des données objectives, sur quel observatoire vous pouvez vous appuyer pour élaborer cette stratégie. Et je vais passer la parole à Valérie de l'EPORA qui va un petit peu pouvoir illustrer cette notion d'observatoire foncier pour élaborer une stratégie. Et en fait, au niveau des PORA, nous avons fait un guide méthodologique sur les études de gisements fonciers avec les agences d'urbanisme de Lyon, de Grenoble et de Saint-Étienne. En fait, l'EPORA souvent est amené à réaliser des études de gisements fonciers pour des communes de taille un peu importante ou pour des intercommunalités pour appuyer leur stratégie foncière, tant dans le domaine de l'habitat, notamment par exemple pour les PLH, que dans le domaine économique. Donc en fait, on a produit ce guide qui capitalise et qui mutualise nos expériences et nos savoir-faire pour mettre en avant les bonnes pratiques. Ce guide, du coup, il s'adresse à nous, il va nous servir aux collectivités, que ce soit les communes ou les établissements publics intercommunaux, aux agences d'urbanisme et à tout bureau d'études qui sera amené à réaliser des études de gisement foncier. En fait, on est parti pour bien définir qu'est-ce qu'est une étude de gisement foncier. Donc, je vais vous dire très rapidement, une étude de gisement foncier, c'est une sélection de terrains qui sont susceptibles d'être densifiés, recyclés ou de muter pour répondre aux besoins en habitat ou en économie sur un territoire donné à plus ou moins long terme. Les sites qui sont identifiés font l'objet d'une qualification approfondie qui permet après la mise en œuvre de nos politiques publiques et des stratégies opérationnelles. Donc, du coup, à partir de cette définition, après, on a défini un ensemble d'éléments méthodologiques qui expliquent les grandes étapes pour construire une étude de gisement. Il y en a 5. Je ne vais pas vous les détailler maintenant, mais rapidement, je peux vous dire que il faut bien définir les objectifs de notre étude. Il faut avoir une connaissance des données que l'on peut capitaliser. Il faut repérer les fonciers. Il faut les hiérarchiser. Et après, il faut mener les investigations complémentaires pour une action préopérationnelle. Et du coup, on voit bien avec ces différents exemples les représentations graphiques qu'on peut avoir à différentes étapes de notre étude de gisement. L'exemple en haut à gauche, c'est du repérage. Donc là, du repérage, ça veut dire qu'on a différentes couleurs. Et en fait, on a vu des gisements, des gisements. Là, on est sur un objet économique qui sont intéressants dans le tissu urbain et qui ont différentes classifications, que ce soit purement économique, que ce soit mixte avec de l'habitat, etc. Sur la partie en haut à droite, là, par contre, on a qualifié les gisements. C'est-à-dire que là, on s'est dit, ce sont des gisements en extension, ce sont des gisements au sein de l'enveloppe urbaine, ce sont des gisements en densification. Donc là, effectivement, par-delà leur repérage, on les qualifie. Et sur l'exemple en bas, on est plutôt sur, du coup, là, une étude où on a hiérarchisé les gisements. Donc là, on peut voir, il y en a 12 qui sont retenus prioritairement et du coup, on les a classifiés par couleur parce qu'ils ont donc un intérêt dans la stratégie qui est différent et ce qui, après, est un vrai outil pour mettre en œuvre, après, une intervention sur ces gisements. Merci Valérie. On va pouvoir enchaîner sur les outils qui relèvent de l'acquisition. Donc, on va aborder l'acquisition amiable, la préemption, la fameuse démarche d'expropriation qu'on va essayer un petit peu de démystifier ce soir. Et puis, on abordera quelques outils que sont l'acquisition des biens présumés sans maître ou en état d'abandon manifeste. Alors, avant de parler des outils relevant de l'acquisition, je vais faire un petit focus sur ce qu'on appelle l'avis des domaines. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression, on va saisir l'avis des domaines ou on va consulter France Domaine. France Domaine, c'était l'ancien nom d'un service qui s'appelle aujourd'hui la Direction de l'immobilier de l'État, la DIE, et qui est une structure de l'État qui est chargée d'évaluer la valeur vénale, la valeur financière de biens pour le compte de différentes personnes publiques. Il faut savoir que vous, collectivités, à chaque fois que vous envisagez de faire une acquisition foncière ou immobilière, vous êtes dans l'obligation de saisir l'avis des domaines pour toutes les transactions qui seraient supérieures à 180 000 € hors taxe. Alors, comment font les domaines pour évaluer la valeur des biens? Ils utilisent une méthode dite comparative où ils essayent de trouver dans le secteur proche du bien en question un bien étant assez similaire et ayant fait l'objet d'une transaction sur une date assez récente pour trouver une valeur de référence, sachant que
France Domaine, depuis quelques années, essaye de plus en plus aussi de regarder les documents d'urbanisme, puisque ce sont aussi eux qui donnent de la valeur aux biens fonciers ou aux biens immobiliers. Alors, l'acquisition amiable, c'est tout simplement la procédure la plus légère que vous, en tant que collectivité, vous pouvez mettre en œuvre pour acquérir un bien. C'est une transaction de gré à gré, donc c'est un peu comme si vous étiez un acquéreur lambda. Vous pouvez l'utiliser en complément de tous les autres outils dont on va parler par la suite. Donc, c'est vraiment une porte de sortie qui peut être assez classique hein, lors d'une transaction, d'un échange avec des propriétaires fonciers ou immobiliers. Elle représente la grande majorité des acquisitions que vous allez réaliser. C'est vraiment la norme de l'acquisition amiable. Et vous n'avez pas de formalité administrative particulière, mais vous avez certaines précautions à avoir. D'une part, il faut inscrire au budget de la collectivité la somme à verser pour acquérir ce bien. Et puis, si au préalable, il n'y a pas eu de délégation particulière portée au maire ou au président de l'EPCI, selon les cas, eh bien, il faut que l'Assemblée, le conseil municipal ou le conseil communautaire vote une délibération qui acte cette acquisition ponctuelle. Et je vais passer la parole à Boriana qui va illustrer concrètement comment se passe du côté de l'EPORA une acquisition amiable. Oui, je vais essayer d'illustrer 2 des 4 outils que nous allons voir par un seul exemple pour nous faciliter la tâche. Donc, l'acquisition amiable et la préemption. Sur les images, nous accompagnons une commune d'environ 8000 habitants dans la requalification du secteur que vous voyez entouré sur les différents plans. Nous assurons l'ingénierie et participation au financement d'une étude permettant d'affiner et de préciser le projet et la stratégie foncière que nous menons et poursuivrons par la suite pour le compte de cette commune. Notamment, cela nous permettra de définir quel type d'acquisition utiliser pour telle ou telle parcelle. Nous sommes sur un secteur mixte composé d'un tissu à la fois d'habitat collectif, individuel, mélangé à des locaux artisanaux et d'activités, en périphérie, mais en toute proximité du centre-ville, et qui est relativement lâche. Donc, vous voyez aux abords avec un tissu relativement assez dense, mais en cœur d'îlot complètement presque vierge, avec des terrains nus qui offrent un potentiel de densification assez important. La commune l'a ciblé comme secteur stratégique dans sa réflexion d'urbanisation de son centre, d'aménagement relativement succincte, mais qui donne les premières intentions et volontés d'urbanisation du secteur. Donc, la première chose avant de choisir sa stratégie, c'est d'identifier la mutabilité des biens. Il faut analyser ce qu'on appelle, nous, la dureté foncière par une analyse croisée de plusieurs critères. Donc, parcelle par parcelle, on se posera la question de est-ce que le propriétaire est vendeur ou pas? Est-ce que nous sommes sur une propriété publique, privée, copropriété, monopropriété? Vision. Donc, on fait tout un travail de référentiel foncier pour qualifier les parcelles et aboutir à des plans colorés comme celui que vous voyez, sur lequel on distingue envers les propriétés que nous avons identifiées comme mutables facilement. En jaune et orange, ceux qui ont une mutabilité d'une dureté moyenne, et en bleu des parcelles dont la mutabilité nous semble forte, ce qui pour nous veut dire qu'on ne pourra pas les acheter de façon facilement. Donc, soit on devra aller jusqu'à l'expropriation, soit il faudrait qu'on les exclue dorénavant du projet. Les avantages d'une acquisition à l'amiable est que vous pouvez vous maîtriser le prix dans la limite du prix fixé par les domaines que Pierre nous a présenté tout à l'heure. Vous pouvez négocier l'ensemble des conditions de l'acquisition.
l'occupation du bien. Vous achetez libre, occupé, vous pouvez accorder un différé de jouissance d'un délai que vous décidez avec le vendeur. Vous pouvez exiger des garanties sur l'état du bien, le niveau de dépollution si nous sommes sur des biens pollués, le encombrement. Vous pouvez demander une division et acheter une partie d'une parcelle. Vous pouvez, avec le propriétaire, du fait que nous sommes sur une négociation de gré à gré, définir toutes les conditions. Et cette acquisition à l'amiable peut être menée à tout moment d'une procédure ou dans le cadre de procédures telles que le droit de préemption et telles que l'expropriation. Donc, elle peut être menée dans un cadre d'une procédure différente ou en dehors de tout cadre. Il faut néanmoins avoir quelques points de vigilance. Elle ne vous donne pas la maîtrise des délais. Vous êtes complètement suspendu à la volonté des propriétaires. Merci Boriana. Pour Voilà. compléter un petit peu sur Oui. l'avis des domaines, je suis allé peut-être un petit peu vite tout à l'heure. Donc l'avis des domaines, c'est un avis simple, c'est-à-dire que vous, collectivité, vous n'êtes pas tenu de le suivre. Vous êtes simplement tenu de faire communication de l'avis des domaines en conseil. Et puis aussi pour vous dire que c'est un avis qui est réputé donné au bout d'un mois, c'est-à-dire que les domaines ont un mois pour faire une évaluation si vous les sollicitez. Je vais passer au droit de préemption urbain. Donc, le droit de préemption urbain, c'est un outil qui est propre aux documents d'urbanisme, PLU et un petit peu carte communale. C'est un outil qui est facultatif et qui permet de saisir toute opportunité stratégique au moment d'une transaction. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'une certaine façon à la collectivité de sortir du bois au moment où une transaction a lieu entre deux tiers sur un bien foncier ou immobilier dans les secteurs soumis au droit de préemption urbain. Son instauration est extrêmement simple. Dès lors que vous avez un PLU ou une carte communale approuvée, une simple délibération du conseil l'instaure. C'est un outil qui ne vous permet pas d'obliger les propriétaires à vendre, qui vous permet simplement de profiter d'une transaction qui a lieu. C'est un outil qui vous permet d'étaler les acquisitions dans le temps au moment où finalement elles se présentent et comment vous souhaitez acquérir les biens sans avoir recours à la procédure lourde dont on va parler juste après, qui est l'expropriation. Et puis, c'est un outil qui vous permet surtout de vous constituer en temps réel un observatoire local des prix du foncier et de l'immobilier, puisque vous avez un œil sur toutes les transactions qui ont lieu sur votre commune. Donc, c'est assez intéressant de mettre en place cet outil. En PLU, vous pouvez l'instaurer sur toute ou une partie des zones U ou AU du document. Donc, vous ne pouvez pas préempter dans les zones agricoles ou les zones naturelles. Et en carte communale, le droit de préemption urbain est simplement possible dans les zones constructibles si vous avez un projet particulier. Alors, il faut, au moment où vous préemptez un bien, être capable de justifier pourquoi vous préemptez. Donc, les justifications possibles, elles apparaissent sous vos yeux. Ça peut être dans le cadre d'un projet urbain ou de renouvellement urbain, sur une question liée à votre propre politique de l'habitat, sur des questions liées aux activités économiques, au développement de loisirs et de tourisme, beaucoup sur des questions d'équipement collectif. Par exemple, si vous voulez acquérir du foncier pour construire une école, par exemple, sur la question de l'insalubrité dans les centres anciens dégradés aussi, pour lutter contre l'habitat indigne, pour protéger le patrimoine bâti ou non bâti, ou éventuellement pour constituer des réserves foncières. Alors, en droit de préemption urbain simple, vous ne pouvez pas acquérir des immeubles qui ont été bâtis depuis moins de 10 ans. Vous ne pouvez pas acquérir des biens qui sont vendus par des bailleurs sociaux. Vous ne pouvez pas acquérir des appartements en copropriété qui sont vendus au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas acquérir des biens en VFA, en vente en futur état d'achèvement.
Néanmoins, vous avez une alternative qui s'appelle le droit de préemption urbain renforcé, donc qui est aussi instauré par une délibération, mais cette fois, vous devez la motiver et elle vous permet d'étendre l'effet du droit de préemption urbain aux immeubles de moins de 10 ans et aux appartements isolés. Donc, ça vous permet voilà, d'acquérir des biens qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, il faut le motiver, notamment en justifiant que vous avez sur votre commune un certain nombre de biens qui correspondent à ce besoin-là, notamment des copropriétés dégradées, par exemple. Et le point de vigilance en droit de préemption renforcé, c'est qu'il faut saisir les domaines dans toutes les transactions. Il n'y a pas de seuil de 180 000 € hors taxe. Je vais laisser Boriana de l'EPORA témoigner sur son regard du DPU. Alors, dès que vous instituez un droit de préemption urbain sur un périmètre, vous recevez pour information des déclarations d'intention d'aliéner, ce qu'on appelle des DIA. Chaque DIA correspond à une transaction. La première question à se poser quand vous recevez une DIA en mairie est de savoir qui est délégataire du droit de préemption. Habituellement, ou jusqu'à très récemment, c'était toujours la commune, mais maintenant, avec la prise de compétences PLUI au niveau de l'intercommunalité, le droit de préemption peut être instauré à l'échelle de l'EPCI. Vous avez pu, maire ou le conseil municipal, vous pouvez l'avoir délégué à un bailleur social, à un établissement public foncier. Donc, à chaque DIA qui vous intéresse et sur laquelle vous souhaitez intervenir, il faut se poser la question de qui a ce droit de préemption, car c'est seulement ce délégataire qui peut engager la procédure. Et le cas échéant, par des systèmes de subdélégation et délégation, il faut pouvoir déléguer à celui qui va réaliser, engager la procédure, ce droit de préemption. Vous avez 2 mois pour prendre votre décision à partir de la réception de cette déclaration à mairie. Et le silence vaut renonciation. Vous n'êtes pas obligé, si une transaction ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de faire un retour au propriétaire par écrit dans ces 2 mois, dans ce délai de 2 mois, le silence vaut renonciation. Vous pouvez, si vous souhaitez débloquer plus rapidement les choses, leur répondre en indiquant que vous ne préemptez pas. Donc, si vous n'exercez pas votre droit, la vente se concrétisera entre le propriétaire et son acquéreur initial aux conditions auxquelles ils avaient convenu. Si vous décidez de préempter, il faut être vigilant à la motivation, ce que Pierre a expliqué tout à l'heure, de la décision de préemption et au prix. La motivation doit être systématiquement antérieure à la réception de la déclaration en mairie. Et il faudrait que vous puissiez le prouver par tout document dont vous disposez. Études, délibération en conseil municipal, compte rendu du conseil municipal lors duquel vous avez eu une réflexion d'urbanisation sur ce secteur, convention avec un établissement public foncier, tout ce qui démontre qu'une réflexion ait eu lieu sur ce secteur avant la réception de la DIA peut être utilisé comme un argument pour justifiant votre décision. Dans les 2 mois, vous pouvez, ce n'est pas une obligation, vous pouvez demander de visiter le bien en associant les services des domaines qui, eux, doivent le visiter ou pas. C'est à leur appréciation pour pouvoir vous donner leur avis sur le prix. Donc, ils vont soit confirmer le prix de la déclaration d'intention aliénée, soit vous indiquer un nouveau prix qui correspondra à leur estimation qui leur est propre. Vous pouvez également demander des compléments d'informations relatives aux biens, description des lots de copropriété, de surface. S'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires concernant les biens, sur ce document, en fait, c'est un formulaire que vous recevez. Vous pouvez demander des compléments au notaire qui vous l'a adressé. Nous sommes sur une procédure cadrée. Tout est cadré.
tous les délais. Il y a un formalisme spécifique à respecter pour toute communication avec les vendeurs et les notaires. Donc, tout se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Il y a des délais précis entre à quel moment vous pouvez demander la visite, à combien de temps chacune des parties a pour vous répondre, comment ça impacte les délais de 2 mois, et ça a un impact. En tout cas, tout est normé. Vous pouvez, après cette instruction de biens, et méfiez-vous des 2 mois qui passent très très vite, vous devez décider du prix de la préemption, qui peut être soit égal au prix indiqué sur le document, soit différent. Il peut être égal puisque vous estimez que le bien vaut ce prix et que les services des domaines vous l'ont confirmé. Il peut être différent puis, selon votre appréciation ou basé sur un avis différent des services des domaines. Si les services des domaines vous disent que le bien vaut un tiers de moins que le prix proposé, vous pouvez tout à fait les suivre. Si vous préemptez au prix qui figure sur la DIA, la vente est parfaite, donc la vente se fait à l'amiable. Le propriétaire n'a pas d'autre choix que de vous le vendre. Si vous préemptez en révision de prix, donc un prix différent de celui indiqué sur le document, le propriétaire a 2 mois pour se prononcer. Il peut accepter le nouveau prix proposé ou le refuser, auquel cas vous pouvez saisir le juge de l'expropriation pour lui demander de fixer un prix. Cette saisie doit se faire dans les 15 jours qui suivent le refus du propriétaire. Il ne faut pas avoir peur des délais. Nous sommes sur des procédures relativement courtes sur l'année qui suit. Alors, nous avons l'habitude de nous fixer entre 7, 8 mois et 1 an, mais l'année qui suit la demande de fixation, vous êtes sûr d'avoir un nouveau prix fixé par le juge. En cas de préemption, vigilance, vous êtes obligé de consigner dans les 3 mois une somme égale à 15% de l'évaluation des domaines. Sinon, il est considéré que vous renoncez à la vente si vous ne consignez pas cette somme. Il faut avoir en tête que chacune des parties peut se retirer et ne pas donner suite après la fixation du prix par le juge et à n'importe quel moment de la procédure. Quand vous êtes sur des désaccords au niveau du prix entre le propriétaire et vous, acquéreur. Si le propriétaire retire son bien de la vente, libre de vendre à nouveau, mais pendant une période donnée de 5 ans, il doit respecter absolument le prix fixé par le juge, s'il veut le vendre librement, pardon. Fixé et jugé, il est obligé de vous le reproposer en DIA. Donc, il notifiera une nouvelle DIA que vous recevrez à mairie pour pouvoir de nouveau se prononcer sur les nouvelles conditions d'acquisition du même bien. Quand vous préemptez, vous, commune, vous devenez propriétaire et du fait que vous l'avez acheté, vous avez acheté un bien dans le cadre de cette procédure particulière, vous devez respecter le projet et la destination qui vous a servi de motivation à la préemption pendant une période de 5 ans. Vous n'avez pas de délai pour mettre en œuvre le projet pour lequel vous avez préempté. Simplement, vous êtes tenu pendant 5 ans à cette destination et au-delà des 5 ans, vous êtes libre d'y construire et d'y envisager le projet que vous souhaitez. A contrario, si pendant la période de 5 ans, vous changez de destination, il y a tout un formalisme aussi de consultation de l'ancien propriétaire dans un premier temps, puis de l'ancien acquéreur évincé dans un second temps, auquel vous devez respectivement proposer le bien avec un prix soit à l'amiable, soit de nouveau fixé par le juge. Donc, on appelle ces dispositifs droit de rétrocession. Donc, il y a une procédure qui suit
l'acquisition une fois que vous en êtes propriétaire. Si on revient sur notre exemple, vous retrouvez un vert, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, un vert les parcelles que nous avons achetées à l'amiable sur le secteur sur lequel Epora intervient, et en orange les parcelles que nous avons achetées en préemption. Vous voyez qu'avec ça, le projet de la collectivité n'est pas prêt à sortir. Donc maintenant, on a à ce stade-là, deux possibilités. Soit on réajuste la stratégie foncière à mettre en place, revenant sur la mutabilité que nous avons identifiée en amont et en changeant en fait de mode d'acquisition envisagé initialement. Donc là, on se pose la question comment on s'attaque au reste. Soit on réajuste le projet et on essaye de le phaser pour pouvoir sortir une première phase sur les propriétés dont nous disposons. En réaction, devait récapituler les avantages de cette procédure rapidement. Elle permet de saisir toutes les opportunités au sein d'un périmètre défini. Elle permet de constituer les références utiles pour de futures négociations et justifications ou observatoires, comme l'a dit Pierre. Elle oblige à réfléchir au développement de la commune à un secteur prédéfini, de fait de la nécessité de motiver une éventuelle décision de préemption. Et c'est une procédure qui peut être déléguée. Point de vigilance à avoir en tête, c'est que nous qu'il s'agit bien d'une procédure réglementée avec de fait des risques de contentieux sur du non-respect de procédure, de la pure technique juridique, de délai, de forme. Elle ne garantit pas la maîtrise de biens. Vous êtes suspendu aux opportunités qui se présentent ou pas. Vous ne maîtrisez pas le calendrier global de l'opération. Vous maîtriserez le calendrier d'acquisition de chaque précis qui tombe sous cette procédure, mais ça ne vous donnera pas de visibilité sur la mise en œuvre du projet. Vous ne pouvez pas négocier les conditions de la vente, vous achetez ce que l'on vous propose. Vous avez besoin de motiver la DIA avec des arguments antérieurs à son réception en mairie. Et il y a des zones, des zones des communes et des biens, Pierre a présenté avant, qui ne rentrent pas dans les biens susceptibles de faire l'objet de cette procédure. À voir, alors ce qui ressort surtout de notre expérience, vigilance particulière à avoir sur le délai des 2 mois. Même pour des gens qui pratiquent ça au quotidien, 2 mois, c'est extrêmement court. Ça passe très vite. Donc, sur des choses qui vous intéressent, posez-vous, engagez les choses dès en amont pour pouvoir faire ça dans les délais. Merci Borina. On va passer à l'outil suivant qui est l'outil de expropriation. Un petit peu, je dirais, la suite à la fois de l'acquisition amiable et de la préemption, puisque c'est un petit peu, je dirais, l'arme en dernier recours en termes fonciers, l'expropriation que vous êtes censé utiliser après avoir épuisé toutes les autres. Alors, ce que dit le Code civil, c'est que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Le droit de propriété, c'est un droit fondamental et on ne peut pas le bafouer si facilement. Et ce qui explique pourquoi, on va le voir, l'expropriation est un dispositif qui est si cadré, mais qui peut vous être utile. Il ne faut pas en avoir forcément peur. Alors, ce qu'il faut dans un premier temps savoir, c'est que l'expropriation, c'est une opération judiciaire. Donc, c'est une compétence de l'État. Ce n'est pas les collectivités qui exproprient réellement. C'est plutôt l'État qui exproprie suite à une sollicitation d'une personne publique. C'est une mesure qui est possible si votre projet est déclaré d'utilité publique. Donc, on va un petit peu détailler comment ça se passe. Et surtout, l'expropriation, c'est l'unique moyen d'acquérir un foncier privé si le propriétaire refuse de le vendre. Et dans vos projets, vous, collectivités, vous êtes assez régulièrement confrontés à des propriétaires qui font de la rétention foncière, c'est-à-dire que pour des raisons X ou Y, ils ne vont jamais vendre.
Dans ce cas-là, l'expropriation est l'outil adapté. Alors, comment ça se place, une expropriation? On dit souvent que c'est un dispositif qui se déroule en deux phases, une première phase administrative et une deuxième phase judiciaire. Alors, la phase administrative, comment ça se passe? Dans un premier temps, vous devez saisir les domaines pour obtenir une évaluation du secteur que vous souhaitez acquérir. En parallèle, vous devez rédiger un dossier assez étoffé sur quel est votre projet. Il faut être assez clair sur ce qu'on veut faire et être capable de le justifier. Vous devez, à travers une délibération de l'Assemblée, saisir le préfet qui va entrer en contact avec vous et échanger avec les services de l'État par rapport à ce dossier. En parallèle, le préfet il va, lui, saisir le tribunal administratif qui va vous nommer un commissaire enquêteur. Alors, ce commissaire enquêteur, il va avoir un rôle important parce qu'il va mener l'enquête publique qui va permettre de déclarer l'opération d'utilité publique. Un projet classique, c'est une enquête publique qui dure au minimum 15 jours. Et si on est sur un projet qui pourrait porter atteinte à l'environnement, on est sur une enquête publique de 1 mois minimum. Alors, la particularité du commissaire enquêteur, c'est que vous ne le choisissez pas, mais par contre, c'est vous, collectivité, qui le rémunérez. Donc ça, il faut bien avoir en tête que pour une enquête publique de droit commun, c'est au minimum plusieurs milliers d'euros à avoir en tête pour rémunérer ce processus-là. En parallèle ou à la suite de cette enquête publique, il y a une enquête parcellaire. Le commissaire enquêteur, il va aller voir un par un les propriétaires et essayer de définir quelles sont les parcelles impactées par le projet, sachant que dans la première phase de l'enquête publique, il va essayer de voir, le commissaire enquêteur, si le projet est vraiment d'utilité publique ou s'il n'y a pas d'autres alternatives en termes de positionnement sur le patrimoine qu'a déjà la collectivité. Donc, c'est une enquête assez fouillée. Si tout ce travail-là il est concluant, eh bien, intervient la phase judiciaire. Donc là, c'est le juge de l'expropriation qui va intervenir. Si vous n'avez pas pu acquérir à l'amiable les fonciers avec les propriétaires, eh bien, il va d'une part acter le transfert de propriété vers la collectivité, le juge de l'expropriation, et surtout, il va fixer une indemnité aux propriétaires, c'est-à-dire que vous n'allez pas simplement acheter au prix qu'a fixé le juge de l'expropriation, mais vous allez aussi devoir payer des indemnités aux propriétaires. Donc, je vais passer la parole à Valérie qui va illustrer un petit peu cette expropriation. Oui, alors nous, effectivement, là, je vais illustrer mon propos avec une expropriation que nous avons menée sur un site qui faisait un peu plus de 4 hectares dans le cadre d'une ZAC. D'ailleurs, je me servirai de cet exemple pour vous illustrer la ZAC tout à l'heure. Donc, vous voyez sur la carto, tout ce qui est en violet, l'époral maîtrisé. Donc, on maîtrisait à l'amiable environ 90% du foncier. Et il y a eu de la dureté foncière sur les parcelles vertes, là, qui, du coup, ne permettaient pas la réalisation complète de l'opération. Donc, l'objectif des frises que je vous ai mises, hein, c'est de bien vous montrer le déroulement de la procédure d'expropriation dans le timing qu'on a pu vivre à l'EPORA. Voilà, donc, comme l'a dit Pierre, on avait les deux phases, la phase administrative. Donc là, cette phase, elle sert bien à recueillir l'utilité publique et à bien identifier les propriétaires qu'il faut exproprier. Donc là, sur cette phase, quand je parle de la constitution du dossier qu'on fait avant de le déposer au niveau de la préfecture, après on a eu grosso modo en mai 2016, on a eu les arrêtés du préfet qui ont ouvert l'enquête préalable à la DUP et l'arrêté d'ouverture à l'enquête parcellaire. On a eu quelques mois après, donc en octobre, l'arrêté de déclaration d'utilité publique qui a été pris par le préfet et en mars 2017, l'arrêté de cessibilité qui a été pris par le préfet. Donc en fait, on peut dire que cette phase administrative, elle s'est tenue entre le moment où on a travaillé sur le dossier et le moment où on a eu les arrêtés par le préfet, à peu près 1 an. Et puis après, on a eu la phase judiciaire. Donc la phase judiciaire, effectivement, là, on a eu un délai de procédure plus long, hein, c'est encore pas complètement terminé. Donc là, on a l'ordonnance d'expropriation qui a été prise en mai 2017, et là, ça prononce le transfert de propriété. Donc on peut dire qu'à ce stade-là, il pourra plus devenir propriétaire pour le compte de la collectivité. Mais après, on est rentré dans la phase de fixation de l'indemnité. Et là, il y a les visites des lieux, il y a les audiences publiques, il y a les jugements, etc. Donc, on voit qu'en septembre 2017, on a saisi le juge de l'expropriation.
avec ce que je vous dis, entre les visites des lieux, les audiences, etc., on a eu un jugement du juge de l'expropriation qui a fixé les indemnités en avril 2018. En juillet 2018, il y a eu appel de cette décision, pardon. Et donc après, on est allé devant la cour d'appel qui a fixé les indemnités. Donc là, ça a été un arrêt en octobre 2019. Et après, on a eu même un autre arrêt pour l'un des propriétaires. Donc, il y a un des propriétaires qui effectivement a accepté les indemnités qui avaient été fixées par la cour d'appel. Par contre, un autre des propriétaires n'a pas accepté cette somme et du coup a fait un pourvoi en cassation en décembre 2019 et on est encore avec quelques mémoires qui s'échangent dans le cadre de cette procédure. Donc là, on est sur une procédure de plus de 3 ans. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que même si l'EPORA peut être propriétaire au moment de l'ordonnance d'expropriation, on ne peut prendre possession des biens que lorsqu'on a payé les indemnités. Voilà. Donc, c'est un petit peu la subtilité au niveau de cette procédure. En fait, cette procédure, elle est lourde, mais en fait, elle a des avantages. Donc, les avantages, c'est qu'elle donne la garantie de la maîtrise foncière publique que l'on met en œuvre. Hein. Donc en fait, on veut avoir une maîtrise foncière sur un terme déterminé. Et effectivement, dans la mesure où on a la dureté foncière, on sait qu'avec cette procédure, on va arriver à maîtriser le foncier. Cette procédure, elle donne un calendrier sûr de sortie d'opération. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la préemption, où on n'était pas forcément sûr d'aboutir à toutes les propriétés foncières. Là, avec une expropriation, on peut. Il faut bien savoir qu'on peut continuer les négociations amiables tout au long de la procédure. Donc, vraiment, ça n'obère pas toutes les démarches. On peut continuer à mener avec les propriétaires. Et dans le cadre de l'exemple que je vous donne, effectivement, l'EPORA mène la procédure d'expropriation pour le compte de la collectivité. Donc, en quelque sorte, elle la protège puisque la collectivité n'est pas directement en charge de cette procédure. Les points de vigilance. Les points de vigilance, c'est que, alors, il faut un réel projet pour justifier l'utilité publique. Donc, d'avoir un réel projet, c'est plutôt un avantage. Parce que du coup, la collectivité, elle doit préciser, elle doit motiver son projet. Et ce qui est un petit peu plus sensible, c'est qu'on n'a pas de critères très précis pour définir ce qu'est l'utilité publique. Donc c'est là où Pierre le disait tout à l'heure, il faut vraiment bien savoir ce qu'on veut faire en termes de projet et bien voir l'intérêt de cette opération d'un point de vue d'utilité publique. Après, c'est un outil de maîtrise foncière publique qui est politiquement sensible, mais par contre, c'est vrai qu'il est peut-être un peu méconnu parce qu'il est légalement très cadré. Donc, c'est vrai qu'on a souvent une image un peu répressive de cette procédure qui, en fait, se déroule et se suit selon un cadre légal très cadré. C'est une procédure qui est lourde et longue, hein, ça c'est sûr. Et après, Pierre a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec le commissaire enquêteur, c'est une procédure qui a un coût financier et qui nécessite une ingénierie dédiée parce que c'est vrai qu'il y a des dossiers à mener, il y a des mémoires à réaliser par les avocats, etc. Donc c'est vrai que c'est une procédure qui est assez lourde et du coup qui nécessite effectivement de bonnes compétences parce que tout est très cadré et qu'il ne faut pas faire d'erreur. Merci Valérie. On va enchaîner sur d'autres petits outils complémentaires qui sont un petit peu moins utilisés, mais qui sont intéressants parce qu'ils peuvent vous permettre d'acquérir quasiment gratuitement, dans certains cas, des biens fonciers. C'est la procédure des biens présumés sans maître et celle des biens en état d'abandon manifeste. Alors rapidement, les biens sans maître, ce sont des biens qui appartiennent à des successions qui sont ouvertes, des successions ouvertes d'une personne climatique ouvertes depuis plus de 30 ans et pour lesquelles aucun successif ne s'est présenté, ou alors, et ça c'est plus commun, des parcelles sur lesquelles depuis plus de 3 ans la taxe foncière n'a pas été acquittée. C'est un dispositif qui est offert aux communes et sur délibération du conseil municipal à l'intercommunalité. Et c'est une procédure qui est assez simple à mettre en place. Un premier arrêté du maire ou du président de l'interco constate l'un des caractères que je vous ai présenté précédemment. Donc ça nécessite quand même une petite enquête de la part de la collectivité au préalable. Il y a un délai de publicité de 6 mois, mais si pendant ces 6 mois personne ne se présente, eh bien, une simple délibération du conseil incorpore le bien dans son domaine et un arrêté va finalement faire entrer définitivement le bien dans le patrimoine de la collectivité.
Concernant les biens en état d'abandon manifeste, c'est un petit peu différent. Ce sont là encore des biens bâtis ou non bâtis, mais qui sont cette fois situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. Donc la loi, elle donne cette notion, mais elle ne lui donne pas forcément de définition. Donc ça peut être sujet à contentieux, mais grosso modo, ce sont des biens qui se situent soit dans le centre ancien, soit à proximité du bâti de la commune, et dont les propriétaires, cette fois-ci, peuvent être connus. Il s'agit de biens en fait qui sont en état d'abandon, donc vous pouvez le constater de différentes façons. Hein. Ça peut être une parcelle en friche, ça peut être un bâtiment qui est très très dégradé. C'est un dispositif que seules les communes peuvent utiliser. Donc pour chaque parcelle concernée, le maire constate par un procès verbal l'état d'abandon. Ensuite, si le propriétaire est connu, il est notifié. Ce dernier a 3 mois pour réagir et entretenir son bien. Et s'il ne l'a pas fait, eh bien, par une mesure d'expropriation simplifiée, hein, sans enquête publique, vous pouvez acquérir la parcelle, vous, collectivité, avec un point de vigilance, c'est que contrairement aux biens sans maître, les biens en état d'abandon manifeste, vous devez avoir un projet précis pour acquérir le bien. Donc Valérie va pouvoir nous illustrer ça avec un des accompagnements réalisés par l'EPORA. Oui, un guide d'illustration rapide. Comme l'a dit Pierre, nous sommes sur des outils qui relèvent des compétences des communes. Donc, nous, établissements publics fonciers, n'utilisons pas directement. En revanche, ils méritent d'être connus puisqu'on a eu, nous, à les approcher quand nous sommes sur des terrains dont l'acquisition semble impossible, dont la maîtrise semble impossible par d'autres moyens. Dans le cas qui vous est présenté, dans le cadre du à l'échelle d'un grand îlot, d'un secteur à vocation, il y a une parcelle, la parcelle rose, qui tombe en ruine et que nous n'arrivons pas à acheter puisque l'état de propriété n'est pas clair. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on tourne en rond de procédure en procédure. Petit à petit, on arrive à en exclure l'une après l'autre. Donc, en partant d'un état de péril que le maire a, un arrêté de péril que le maire a pris puisque le bien menaçait ruine, donc, nous avons envoyé un courrier aux présumés propriétaires pour les obliger de réaliser des travaux. Les présumés propriétaires nous indiquent qu'ils ne sont pas complètement propriétaires. Donc, on arrive maintenant à être sur d'une procédure des biens présumés sans maître. On arrive à une procédure d'acquisition de biens présumé sans maître. Donc après, vous devez prouver que vous ne trouvez pas de propriétaire et on finira probablement dans une procédure d'état abandon manifeste si nos avocats arrivent à prouver que le propriétaire présumé n'était vraiment pas les propriétaires du bien. Donc tout ça pour que vous ayez en tête ces petites procédures qui peuvent s'avérer utile dans certains cas où d'autres outils d'acquisition sont impossibles et sur des biens qui rentrent dans les caractéristiques évoquées par Pierre. Mais ça reste du pouvoir, il y en a, certains relèvent du pouvoir de police du maire, donc les trois d'ailleurs, parce qu'il y en a 3 en réalité là-dedans, compétences des communes. Donc c'est vraiment des choses que vous actionnez, vous, collectivité. On voulait en conclusion de ce chapitre, à titre d'exemple, vous donner un ordre d'idée à l'échelle de l'EPORA, donc sur plus de presque 600 acquisitions réalisées sur la période de 4 ans de notre dernier programme pluriel d'intervention. Vous donnez les rapports entre les différents types d'acquisitions
Donc, nous avons acheté sur ces 600 acquisitions plus de 74% à l'amiable, 23% en préemption et seulement 3 dans le cadre d'une procédure d'expropriation. C'est pour vous donner le rapport des différentes interventions. Donc, l'amiable reste la majorité des acquisitions. Merci Brianna. Thibaut, est-ce que tu peux nous faire remonter d'éventuelles questions qui seraient intervenues à la suite de ce premier chapitre? Oui, bien entendu, merci Pierre. Plusieurs questions, des questions sur la préemption, une confirmation. Un élu nous pose la question de l'opportunité de préempter une zone agricole pour faire un terrain de foot. Est-ce que tu peux nous confirmer l'usage du droit de préemption sur les différentes zones du PLU, s'il te plaît Pierre? Eh bien non, pour préempter le droit de préemption urbain, il fonctionne que sur les zones urbanisées ou à urbaniser du PLU. Donc non, c'est pas possible. Il faudra modifier en fait le zonage du PLU pour pouvoir le faire. Autre question sur le droit de préemption. Le propriétaire est-il informé dès que ce droit est mis en place sur une parcelle ou uniquement au moment où il souhaite la vendre? Il peut chercher l'information puisqu'elle est publique. S'il y a un périmètre de droit de préemption instauré sur sa parcelle, ou plutôt si sa parcelle est incluse dans un périmètre de droit de préemption, il n'en est pas informé systématiquement au moment de l'instauration. Par contre, il est informé au moment de la décision de préemption prise par la commune. Il peut ne pas être informé avant. Quand le notaire, s'il veut, au moment de la vente, son notaire va purger le droit de préemption en envoyant ce formulaire à la commune. Si la commune ne répond pas, il attendra simplement ces 2 mois et il verra même pas passer il comprendra, il n'aura pas de retour sur la procédure. Ce n'est Donc, pas automatique. Mais c'est vrai quand même que c'est souvent le notaire qui informe le propriétaire qu'il y a un délai à respecter, notamment de 2 mois, parce qu'il y a un purge d'un délai de préemption. Donc c'est souvent à cette occasion-là aussi que les particuliers sont informés de cette procédure. on revient un petit peu en arrière. On a plusieurs questions sur les domaines, le rapport aux domaines. Alors, les questionnements auprès des domaines obéit-il aux mêmes obligations quand c'est la collectivité qui souhaite vendre un bien? Alors là-dessus, je vais peut-être juste répondre. Moi, je sais qu'il y a une jurisprudence particulière qui existe sur les communes qui vendent un bien, où elles sont un petit peu plus tenues de respecter l'avis des domaines. C'est-à-dire qu'en cas d'acquisition par la collectivité, c'est un avis consultatif. Si les communes, par exemple, vendent un bien beaucoup moins cher que l'évaluation des domaines, certaines jurisprudences ont montré qu'il avait lieu de le motiver et de le justifier. C'était pas si simple que ça. On a une autre question par rapport à ça, par rapport au prix qui est fixé par les domaines. Est-ce qu'il y a une obligation de ne pas le dépasser? Des élus, on a plusieurs témoignages sur la boîte à questions. Des élus font le constat que le prix des domaines est souvent peut être sous-évalué par rapport au prix constaté du marché. Donc, comment est-ce qu'on ajuste cette donnée-là et par rapport au prix qui est constaté dans la pratique? Alors, la commune n'est pas tenue à respecter le prix précis des domaines. Néanmoins, si elle veut le dépasser, elle doit pouvoir le motiver, justifier le dépassement, notamment en s'appuyant sur des références de marché. Elle justifie dans sa délibération qui permettra qui approuvera l'acquisition du bien et justifiera ce nouveau prix. En revanche, pour Epora, c'est un plafond impossible à dépasser. On est, nous, tenus à se limiter au prix des domaines. Donc, on peut acheter en dessous si on estime que le prix est inférieur à celui de l'avis des domaines, mais on ne peut pas le dépasser. On va enchaîner sur les outils qui relèvent du PLU. En abordant dans un premier temps l'emplacement réservé, on enchaînera sur le secteur de mixité sociale et on terminera sur la fameuse OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation.
Alors, les deux premiers outils là qu'on va vous présenter, ce sont des servitudes administratives. Une servitude administrative, qu'est-ce que c'est? C'est une limite imposée par une personne publique au droit de propriété. Là, en matière d'urbanisme, en l'occurrence, c'est une limite qui est imposée aux propriétaires fonciers sur la façon d'aménager ou d'occuper leur terrain. Alors, l'emplacement réservé, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être un morceau de parcelle, une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës qui vont être au sein du PLU affectés à un usage plus particulier, à un usage d'intérêt général et qui, en dehors de cet usage-là, seront rendus inconstructibles. C'est un outil qui est assez populaire parce qu'il est assez simple à mettre en place. À tout moment de l'évolution du PLU, vous pouvez inscrire des emplacements réservés. Et là, toutes les parties du territoire sont susceptibles d'être grévées, de supporter un emplacement réservé. Donc, vous pouvez en mettre sur les zones agricoles et naturelles. En général, dans le PLU, les emplacements réservés, ils apparaissent à deux endroits. Ils apparaissent dans le règlement graphique où vous avez souvent des zones quadrillées qui sont numérotées. Et puis, dans les annexes du PLU, vous avez un tableau qui recense tous les emplacements réservés de la commune. Alors, cette liste, ce tableau, comment il se présente? Eh bien, il donne en fait pour chaque numéro d'emplacement réservé sa destination précise, c'est-à-dire qu'il faut dire pourquoi vous réservez ce foncier. Est-ce que c'est par exemple pour une voirie? Est-ce que c'est pour un équipement public? Est-ce que c'est pour des logements sociaux, par exemple? Il faut noter le bénéficiaire, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la commune ou l'interco qui est bénéficiaire de l'emplacement réservé. Par exemple, vous discutez avec le département pour construire un collège public sur votre commune, vous pouvez très bien mettre un emplacement réservé dont le bénéficiaire sera le département. Il faut mettre sa superficie précise parce que l'emplacement réservé, ça peut être qu'un petit morceau de parcelle. Et puis, il faut mettre les références cadastrales des parcelles comprises dans l'emplacement réservé. Petite précision concernant les emplacements réservés qui sont affectés aux logements sociaux, vous n'êtes pas obligé de mentionner le bénéficiaire. Les effets de l'emplacement réservé, je les ai dit, le foncier est inconstructible en dehors de sa destination prévue. Vous pouvez éventuellement autoriser des constructions à caractère précaire si en termes d'échéance, vous êtes un petit peu plus large. Et vigilance, ce n'est pas parce que vous posez dans le PLU des emplacements réservés que vous pouvez automatiquement les acquérir. Si vous n'avez pas instauré de droit de préemption urbain sur ces secteurs-là, vous n'avez pas de possibilité de les acquérir en préemption. Quels sont les droits des propriétaires des parcelles sur lesquelles un emplacement réservé a été grévé? Alors, ils ont le droit de le conserver en l'état, c'est-à-dire que en dehors d'une procédure d'expropriation, s'ils n'ont pas envie de vous vendre leur terrain, ils peuvent le conserver. Ils peuvent le vendre librement à un tiers. Si ce dernier ne souhaite pas forcément le faire construire, alors ça n'a pas forcément d'intérêt d'acheter un terrain qui est grévé d'un emplacement réservé, mais dans certains cas, comme du foncier agricole par exemple, ça peut se faire. Et puis surtout, ils peuvent vous mettre la collectivité en demeure d'acquérir. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Boriana, c'est-à-dire qu'ils ont un droit de délaissement. Ils ne vous obligent pas, vous collectivités, à acheter, mais ils vous obligent à vous positionner sur l'achat. Vous avez un an pour réfléchir et effectivement, si à la fin vous refusez d'acheter, eh bien l'emplacement réservé il tombe, c'est-à-dire qu'il disparaît, son effet disparaît. Le deuxième outil, avant d'apporter l'illustration de l'EPORA, c'est le secteur de mixité sociale. Donc, c'est aussi une servitude administrative du PLU qui mène à la construction de logements sociaux ou en accession sociale sur du foncier privé ou public. Alors, il a plus d'intérêt sur du foncier privé. Cette servitude, en fait, elle indique pour chaque secteur un pourcentage de logements d'une certaine catégorie qui est définie dans le PLU et qui est à construire dans le périmètre ciblé. Ça peut être, par exemple, 30% de logements sociaux et 20% en accession sociale. Ce taux, il est forcément inférieur à 100%, ce qui est logique, hein. Si vous voulez faire toute une parcelle en logement social, l'outil adapté, ça sera l'emplacement réservé. Cette fois, vous pouvez l'inscrire, et là encore, c'est logique, que dans les zones U ou AU de votre PLU, à n'importe quel moment de l'évolution du document.
Alors, ce secteur de mixité sociale, il est à justifier. Vous pouvez le justifier par rapport aux objectifs de votre PLD, mais surtout, vous pouvez le justifier par rapport à ce document de planification des politiques de l'habitat, qui est le PLH, le Programme local de l'habitat, qui existe à l'échelle des intercommunalités, qui dure 6 ans et qui fixe par commune des objectifs de production de logements, et notamment de logements sociaux. Donc, c'est un bon moyen de justifier l'existence du SMS. Vous pouvez instaurer un seuil de déclenchement en termes de logements à construire. Par exemple, vous pouvez dire sur ce secteur-là, il y aura 1/3 de logements sociaux pour toutes les opérations de plus de 10 logements ou 12 logements, par exemple, ce qui vous permet de ne pas bloquer, par exemple, des petites opérations, parce que les bailleurs sociaux n'aiment pas trop acquérir des logements sociaux isolés, éparpillés. Ils aiment bien qu'ils soient rassemblés. Ce secteur de mixité sociale, il est opposable aux autorisations d'urbanisme, donc il peut empêcher, il peut bloquer des permis de construire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne donne pas droit de délaissement aux propriétaires, donc ils ne peuvent pas vous obliger, les propriétaires, à vous positionner sur l'achat de leur foncier. Il est mentionné comme les emplacements réservés dans le PLU et il est beaucoup utilisé pour les communes qui sont concernées par l'article 55 de la loi SRU. Vous savez, c'est cette loi qui a évolué, qui aujourd'hui pour certaines communes demande un taux de 25% de logements sociaux parmi les résidences principales. C'est un bon moyen justement, le secteur de mixité sociale, de participer à ce rattrapage-là, et notamment vous pouvez l'instaurer sur des gros secteurs, notamment des secteurs où vous avez des fois des secteurs pavillonnaires où il y a une densification que vous ne maîtrisez pas trop bien et qui peuvent vous mettre en danger par rapport au taux SRU. C'est un bon outil pour contrôler les choses. Je vais passer la parole à Valérie qui va illustrer ces outils. Donc, en termes de témoignages par rapport à ce que vient de présenter Pierre, par rapport aux différents outils, effectivement. Moi, je vais l'illustrer par rapport à l'article 55 de la loi SRU, parce que effectivement, l'EPORA est mobilisé pour faciliter la création de logements sociaux dans les communes carencées ou déficitaires, au titre de cette loi. Donc, à ce titre, on signe des conventions tripartites entre l'EPORA, la commune et l'État, pour mener à bien l'action. Et puis, on est aussi signataire des contrats de mixité sociale conclus entre la commune, l'État, les différents partenaires, notamment les bailleurs et les PORA, dans lesquels, donc, dans ces contrats de mixité sociale, on a un certain nombre d'opérations qui sont identifiées pour accélérer la production de logements sociaux. Donc là, je prends un exemple sur une commune carencée, sur le triennal 2017-2019. Cette commune, donc du coup, elle a inscrit un emplacement réservé, là, de plus de 2000 m². Donc là, sur mon exemple, on a 2 emplacements réservés. L'emplacement réservé qui est en bleu, c'est un emplacement réservé pour une voirie. Et l'emplacement réservé qui est assuré, c'est l'emplacement réservé pour la production de logements sociaux. Et donc là, elle a inscrit donc sur son PLU qu'elle a approuvé en 2019 des emplacements réservés pour mixité sociale, avec, comme me disait Pierre, toute une liste dans son PLU. Ils sont classés. Il y a la destination et un pourcentage minimum de logement social qui est précisé. À titre indicatif, la surface des emplacements réservés est notée. Et dans notre exemple, le bénéficiaire est la commune. Et en fait, donc, on est intervenu en négociation amiable. Et donc, pour acheter ce tellement, et on va accompagner la commune dans la mission du projet et la consultation des bailleurs. En fait, on est bien sur un foncier où là, il y a 100% de logement social qui est indiqué. Voilà. Donc, en fait, l'intérêt de ces outils, que ce soit l'emplacement réservé mixité sociale ou les servitudes de mixité sociale, Pierre l'a dit tout à l'heure, ça permet de décliner les objectifs des programmes locaux de l'habitat ou des communes retenues au titre de la loi SRU. Ça affiche et ça territorialise les objectifs des communes. Par contre, en termes de vigilance, ce qu'on peut voir, nous, par rapport à notre cadre opérationnel, c'est qu'il peut y avoir de la rétention foncière de la part du propriétaire qui ne souhaite pas forcément vendre. Parce que c'est vrai que quand on a, suivant le pourcentage de logement social qui vient gréver la parcelle, c'est vrai que le prix du foncier peut être impacté. Donc, c'est vrai que c'est quand même une certaine vigilance par rapport à cet outil. Merci Valérie. On va enchaîner sur l'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation, qui est peut-être l'outil, l'élément le plus stratégique du PLU. En tout cas, c'est
une partie du PLU à travailler de façon assez fine. C'est une des pièces obligatoires du document. Elle est notamment obligatoire pour l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser dites constructives, donc celles qui sont immédiatement urbanisables. C'est un outil qui permet à la collectivité d'exposer ses ambitions sur une thématique particulière ou sur un secteur particulier. Notamment sur certains secteurs, elle peut permettre de définir vos ambitions, vos conditions d'aménagement pour vos collectivités. L'OAP, elle peut concerner n'importe quel secteur de la commune. Vous pouvez mettre des OAP sur, par exemple, les zones agricoles et naturelles, par exemple pour protéger votre trame verte et bleue. Ça, c'est des choses qui arrivent. L'intérêt de l'OAP, c'est surtout elle vous permet de maîtriser l'évolution du foncier sans être obligé de l'acquérir. Et ça, c'est aussi un des points importants, c'est que vous pouvez faire du projet urbain sans avoir à acheter du foncier. Elle permet en fait l'OAP la mise en place de ce qu'on appelle un urbanisme négocié, c'est-à-dire que contrairement au règlement du PLU, l'OAP, elle conditionne une autorisation d'urbanisme dans un rapport de compatibilité, c'est-à-dire qu'elle laisse une certaine marge de manœuvre pour discuter entre le pétitionnaire et la collectivité. Donc ça permet des allers-retours et ça vous permet surtout de faire comprendre aussi aux porteurs de projet quelles sont vos attentes. Donc, ce que dit la jurisprudence, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 OAP au sein d'un PLU communal, que les OAP, ce n'est pas un moyen de déroger au reste du document, elles doivent être cohérentes avec tous les chapitres du PLU et notamment le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. On vous a déjà un petit peu expliqué comment fonctionnaient les OAP dans le précédent webinaire. Il y a 2 types d'OAP en règle générale. Il y a les OAP thématiques, donc des OAP qui concernent toute la commune sur un enjeu particulier, qui peut être la question des eaux pluviales, l'énergie, les mobilités. Et puis les OAP sectorielles, celles qui sont le plus souvent utilisées et qui portent sur un secteur déterminé de la commune. Alors l'OAP, et c'est l'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez le construire comme vous en avez envie. En fait, l'enjeu, c'est de spatialiser des intentions de projet, c'est-à-dire de pointer un certain nombre d'exigences, d'attentes qui peuvent être assez limitées, qui ne sont pas obligées d'être très vastes, mais qui sont précises. Donc vous pouvez les faire comprendre à travers un schéma, à travers un croquis, à travers des éléments graphiques, mais également à travers l'expression écrite et notamment en pointant des attentes en termes de programme ou d'ambiance d'aménagement. Donc je disais que effectivement l'OAP c'est un outil qui vous permet d'être vraiment déjà un petit peu dans le projet, puisque contrairement au règlement écrit du PLU, finalement vous n'allez pas dire ce qui est interdit, vous allez plutôt dire ce qui est autorisé, ce que vous attendez. Et ça, c'est assez intéressant pour discuter avec des porteurs de projets. Du coup, je vais laisser Valérie illustrer l'accompagnement EPORA au niveau d'un exemple d'OAP. Valérie, est-ce que tu es présente parmi nous? Alors, un petit souci technique. Valérie, est-ce que... Ouais, c'est bon, non? Il y a un petit décalage. Ouais, moi, je vous entends, c'est bon? Alors moi, effectivement, au niveau des OAP, alors moi j'ai eu des coupures, j'ai pas entendu tout ce que disait Pierre, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ces orientations d'aménagement et de programmation, c'est vraiment une réflexion prospective et en fait, c'est une traduction graphique sur un secteur de projet des objectifs de la commune sur une future opération. Donc avec cette slide, ce que je voulais montrer, c'est qu'elle pouvait prendre des formes graphiques très différentes. On voit sur l'une des OAP, même si on a bien les périmètres qui sont bien déterminés, sur l'une des OAP, on voit bien apparaître un bâti potentiel avec des implantations qui sont dessinées. On voit aussi comment c'est orienté par rapport à un futur quartier. Alors que sur l'autre orientation d'aménagement, en fait, on voit plutôt des intentions. On voit qu'il y a des îlots qui sont entourés
Et si on lit la légende, ils nous disent qu'il y a un enjeu de renouvellement urbain sans que le futur, voilà, et on n'a pas de futur bâti qui apparaît. Donc en fait, on a vraiment des niveaux graphiques très différents. Il faut bien regarder les légendes qui indiquent le projet. Il y a aussi toute une rédaction qui accompagne l'OAP. Mais au niveau graphique, il faut savoir qu'en fonction de l'urbanisme aussi avec lequel vous travaillez, elles n'ont pas les mêmes formes dans les PLU. Moi, je voulais un petit peu maintenant faire un témoignage sur les avantages et les points de vigilance, parce que nous, en tant qu'opérateur foncier, on intervient souvent sur des projets qui ont une orientation d'aménagement et de programmation. Et en fait, le retour d'expérience que l'on peut mener, c'est un projet. La commune peut maîtriser l'évolution du foncier sans être obligée de l'acquérir. Et puis, Pierre l'a dit tout à l'heure, la négociation du projet, elle se fait avec un promoteur, mais dans le cadre qui a été fixé par l'orientation d'aménagement. Donc, c'est ce que, quand tout à l'heure Pierre disait, l'urbanisme négocié, c'est tout à fait ça. Par contre, moi, je voulais aussi revenir sur les points de vigilance pour la mise en œuvre de l'orientation d'aménagement. En fait, on constate qu'elle doit s'inscrire dans la dynamique du marché immobilier. Et donc, du coup, ça peut questionner sur le périmètre de l'OAP et sur l'échelle à laquelle le projet a été étudié. C'est vrai que suivant le nombre de logements, suivant le type de logement à réaliser, suivant le phasage envisagé, il faut quand même qu'on soit dans une certaine connexion avec la dynamique de marché pour qu'on puisse après la réaliser. On sait aussi que donc il faut veiller à l'intégration de cette orientation d'aménagement avec le reste du tissu urbain, au niveau de sa forme urbaine, au niveau de son épanelage, c'est important, et puis aussi sur sa densité, qui est parfois inadaptée pour la mise en œuvre de l'OAP. Après, nous, on est aussi au niveau de la maîtrise foncière. Et là, on peut rencontrer une certaine dureté foncière ou un foncier très morcelé qu'il va falloir remembrer pour pouvoir mettre en place cette opération de logement. Et c'est là que nous, les PORA, on est souvent sollicités. C'est notre rôle que de travailler sur différentes parcelles pour pouvoir avoir un tellement sur lesquels on peut avoir une opération de logement. Donc c'est vrai que même si l'OAP traduit les intentions, après, pour les réaliser, c'est vrai que c'est pas un outil de maîtrise foncière, c'est un outil de négociation, d'affirmation d'un projet. Aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il faut essayer de bien calibrer l'OAP sur son opérationnalité et sa faisabilité économique. C'est vrai que nous, à l'EPORA, par rapport aux études qu'on peut être amené dans l'ingénierie qu'on peut amener, les communes nous demandent des études de faisabilité préopérationnelles qui nous permettent de voir, etc., à quelles conditions l'OAP peut se dérouler. Parce que c'est vrai qu'on voit parfois qu'on a des orientations d'aménagement qui sont bloquées au niveau du bilan économique. Par exemple, il peut y avoir trop d'espace public qui est prévu, ou il peut y avoir pas assez de densité de logement, ou par rapport aussi au type de logement proposé. Et donc, du coup, ça veut dire qu'après, pour la mettre en œuvre, c'est pas forcément possible et du coup il faut la modifier ou la réviser. Donc voilà, c'est une petite alerte. Et puis pour la collectivité, comme vous affirmez un projet avec la création de logements notamment, il peut y avoir aussi des commerces, etc., il faut aussi que vous soyez en mesure de mesurer les coûts qui vont être engendrés. Donc les coûts peut-être sur l'opération elle-même, au niveau des réseaux, des espaces publics, des plantations, mais aussi les répercussions de l'arrivée de nouvelles populations sur les équipements publics, sur l'école, les crèches, les gymnases. Voilà, donc voilà, c'est un petit retour d'expérience par rapport à des démarches de terrain. Merci Valérie. Thibaut, est-ce que l'OAP suscite des questions? Est-ce que les autres outils proposés en suscitent-ils? Oui, plusieurs questions posées par les élus ce soir. Je voudrais revenir sur les OAP. On a fait la DDT, l'agence d'urbanisme, le CAU, on fait un long développement sur ce sujet-là la semaine dernière dans le webinaire F2, Introduction à l'urbanisme de projet. Donc n'hésitez pas à aller revisionner ces interventions. On a plusieurs questions, notamment sur le droit de préemption urbain. En cas de transfert de la compétence urbanisme à l'intercommunalité, comment est-ce que cela fonctionne et qui assume le financement de cet achat, de cette acquisition?
Alors, je vais peut-être juste aller sur la première partie de la question et je laisserai peut-être l'Epora sur la deuxième partie. Donc, en PLUI, c'est la Comcom qui automatiquement, l'intercommunalité, pardon, qui automatiquement récupère le droit de préemption urbain. Néanmoins, il peut, sous certaines conditions, le redéléguer aux communes sur leurs compétences. Donc, c'est assez limité et il faut être aussi en mesure de le justifier, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément à la carte. Voilà, l'État demande une certaine cohérence dans ce transfert de compétences. Elle peut, Valérie, tu compléteras Vas-y, oui, si besoin. Quand c'est l'EPCI qui est délégataire du droit de préemption, il peut le déléguer à la commune sur son champ de compétences, donc notamment habitat. Si la commune souhaite, donc si elle a eu la communauté de communes, c'est elle qui est en mesure de préempter quand elle le juge nécessaire. Si elle souhaite nous mobiliser, par exemple nous, EPORA, il faudrait qu'on remonte la chaîne de délégation. Elle ne peut pas, elle, en tant que délégataire, subdéléguer à l'EPORA. Donc, il faut que le premier, celui qui a le droit de préemption, la communauté de communes en l'occurrence, reprenne le droit de préemption et elle le délègue à l'EPORA. Après, en fonction des délégations que a le président ou pas, c'est soit le conseil communautaire, soit directement une décision qui doit prendre une délibération pour retirer le droit de préemption à la commune et le déléguer à l'EPORA, et soit le président a délégation pour déléguer le droit de préemption et c'est lui qui prend une décision, un arrêté ou une décision sans passer par le conseil communautaire. Ça, c'est pour la première partie de la question. Pour la seconde partie de la question de qui assume le financement, celui qui demande la préemption. C'est si nous sommes sur un projet d'habitat à l'initiative de la commune et c'est elle qui demande l'intervention de l'EPORA, par exemple, c'est elle qui sera garante du rachat du terrain et qui en assumera une partie du financement, voire la totalité en fonction après du projet. Si on achète pour le compte, pour ce qui nous concerne, nous achetons en amont pour le compte d'une collectivité. Et c'est la collectivité qui nous a sollicité, qui nous garantit le rachat. Et ça doit être la même chose entre collectivités, parce que sinon l'EPCI ne préemptera pas. Je ne vois pas comment elle préempterait, par exemple, et après vous répercuterez le coût sur une commune ou l'inverse. S'il n'y a pas de complément par rapport à cette question, j'en profite pour rebondir sur une autre question. Dans le cas où la compétence en urbanisme est transférée à l'intercommunalité, est-ce que la commune est encore informée des déclarations d'intention d'aliéner est-ce que ces déclarations d'intention d'aliéner sont transférées à l'EPCI? Est-ce qu'elles sont transférées à la commune? Est-ce qu'elles sont transférées aux deux collectivités territoriales? Elles sont reçues en mairie. Ouais, toutes les communes reçoivent les DIA et après elles les renvoient, soit elles les traitent, soit elles les envoient à celui qui a la compétence pour préempter. Très bien. On avait une autre question par rapport au PLU. Pierre, est-ce que tu pourrais revenir sur le code de l'urbanisme qui nous indique plusieurs OAP nécessaires à réaliser dans le cadre d'un PLU? Est-ce que tu peux repréciser les zones sur lesquelles il est obligatoire de réaliser une OAP? Alors, il est obligatoire de réaliser une OAP sur les zones AU constructibles, donc les zones A urbanisées qui sont immédiatement urbanisables. Sur ces secteurs à enjeu qui vont être nouvellement urbanisés, la législation, enfin la loi demande à ce que, à travers une OAP, la collectivité ait un petit peu réfléchi à la façon dont ce secteur-là va être urbanisé. Donc les zones AU constructibles.
Eh ben, on va enchaîner sur justement des outils qui sont propres à l'urbanisme de projet. Je vous disais tout à l'heure que la législation demande de plus en plus aux collectivités de cibler et d'anticiper leur politique d'aménagement. Et ces outils-là, justement, ils vous permettent un petit peu d'appréhender cet urbanisme de projet. Donc, on va commencer par vous présenter deux outils qui vont vous permettre de figer un secteur de votre collectivité le temps de réfléchir à son aménagement. Donc, c'est le périmètre de sursis statué et le périmètre d'inconstructibilité. Et puis, on verra par la suite deux outils un petit peu plus complexes, mais qui sont aussi intéressants pour, ne serait-ce que pour votre culture générale à connaître, la zone d'aménagement concerté, la ZAD, et la zone d'aménagement concerté, la ZAC. Alors, le périmètre de sursis à statuer, c'est un outil qui vous permet de retarder sur une période donnée l'octroi d'une autorisation d'urbanisme. Donc, c'est un outil qui vous permet de surseoir à statuer. Surseoir à statuer, en français normal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attendre avant de donner sa réponse. En l'occurrence, la réponse à quoi? La réponse à une demande d'autorisation d'urbanisme. Donc, il est possible de l'instaurer, ce périmètre, dans plusieurs cas. Il ne nécessite pas de document d'urbanisme. Vous pouvez simplement l'instaurer si la demande d'urbanisme qui vous est soumise compromet ou rend plus onéreuse la réalisation d'un projet ou d'un futur projet. Généralement, ce périmètre, il est instauré au cours de l'élaboration ou de la révision d'un PLU. En général, après que la phase, obligatoirement après que le débat sur le PADD ait eu lieu. Vous pouvez aussi l'instaurer dans le cadre d'une étude particulière. On parle parfois de périmètre d'étude. Un périmètre d'étude, c'est un périmètre de sursis à statuer qui est créé lors d'une étude d'aménagement particulière. Vous pouvez l'instaurer aussi dans le cadre de l'élaboration d'une ZAC, dont on va parler juste après. Lors de l'enquête publique d'une expropriation pour définir la déclaration d'utilité publique. Pendant ce laps de temps-là, vous pouvez instaurer le sursis à statuer. Et puis, lors d'autres outils particuliers comme les opérations d'intérêt national ou lors de la création d'un parc national. Donc, une simple délibération du Conseil permet de l'instaurer, même si elle est à motiver à travers l'un des exemples que j'ai cités. Elle s'impose à toutes les demandes d'urbanisme sur tous les secteurs possibles de la commune. La décision, elle est prise pendant le délai d'instruction de l'autorisation d'urbanisme. Donc, c'est un délai qui, selon le permis ou la demande qui vous est formulée, est de 1 à 3 mois. Donc, c'est quelque chose qui, là encore, il faut réagir assez rapidement et qui vous permet en fait de décaler pendant 2 ans la réponse à l'autorisation d'urbanisme. Donc, le périmètre, il peut durer 10 ans, mais par contre, la décision, vous avez entre guillemets 2 ans pour avancer sur un projet et être capable, in fine, par exemple, de refuser un permis avec des justifications comme par exemple avoir approuvé un PLU, par exemple. Alors là encore, cet outil donne droit de délaissement au propriétaire qui peut intervenir ce droit de délaissement à l'issue de la période des 2 ans. Donc, si vous avez refusé un permis au bout des 2 ans du sursis, on peut vous mettre, vous, collectivité, en demeure d'acquérir. Le deuxième outil, c'est un outil qui s'appelle le périmètre d'inconstructibilité ou parfois on l'appelle aussi le PAPAG, le périmètre d'attente de projet d'aménagement global. Cette fois, c'est un outil qui est lié au PLU, qui apparaît donc à l'intérieur du document, qui est possible d'instaurer uniquement dans les zones U et AU, contrairement au périmètre de sursis à statuer qu'on peut instaurer un peu où on veut. Là, c'est uniquement dans les zones U ou AU. Et par contre, vous pouvez l'instaurer à tout moment de l'évolution du PLU. Et cette fois, c'est un périmètre qui s'impose uniquement au permis de construire, donc qui ne touche pas les autres demandes d'autorisation d'urbanisme, avec une certaine souplesse possible, c'est-à-dire que vous pouvez refuser un permis, mais que pour les demandes de construction au-dessus de 50 mètres carrés au sol, par exemple. Donc, vous pouvez instaurer ce seuil de tolérance pour ne pas non plus figer un secteur de façon trop dure. Il faut là encore le justifier. Donc, par exemple, après, au moment de l'élaboration du PLU, si par exemple vous voulez prendre le temps de bien travailler un secteur d'OAP lors d'une ZAC, lors de l'élaboration d'un secteur de plan masse, si vous voulez vous donner du temps, c'est un outil qui, contrairement au permis de sursis à statuer, vous permet de refuser une demande pendant 5 ans. Donc, c'est assez conséquent
pour élaborer un projet. Et à la fin, vous n'êtes pas obligé d'arriver à un projet concrétisé, c'est-à-dire que vous pouvez engager des études qui ne sont pas concluantes, qui montrent que votre projet économiquement il n'est pas viable. Dans ce cas-là, vous arrêtez le périmètre voilà, c'est tout à fait envisageable. Là encore, les propriétaires peuvent vous mettre en demeure d'acquérir leurs biens. Et je vais laisser Doriana illustrer ces outils. Ou plutôt, merci Pierre, le périmètre de sursis à statuer qui est celui que l'on vous rencontre le plus souvent, le PAPAG étant quelque chose propre au PLU. Nous avons moins l'habitude de le pratiquer. Sur le périmètre de sursis à statuer, il faut le voir comme un complément, en tout cas nous, quand c'est EPORA, opérateur pour le compte des communes qui le pratiquons, c'est un complément stratégie d'une maîtrise foncière. Il s'inscrit dans la stratégie définie en amont. Quand vous êtes sur des secteurs stratégiques que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez maîtriser les projets et le devenir, vous pouvez cumuler en fait ces différents outils. Et dans l'exemple que vous visualisez, combiner une maîtrise foncière à un périmètre de surseoir à statuer, à une OAP si besoin, ou si vous souhaitez afficher le projet. Il intervient, donc Pierre l'a dit, au moment des autorisations d'urbanisme. Donc vous avez déjà décidé ou laisser passer l'opportunité foncière. On ne peut plus intervenir sur le foncier, sur l'achat du foncier. On intervient sur la suite et l'option qui est posée par l'opérateur pour bloquer en fait et pouvoir maîtriser le projet qui viendra s'implanter. Dans l'exemple présenté, nous accompagnons la commune dans le cadre d'une convention d'études et de veille foncière sur ce secteur composé essentiellement d'habitats individuels à proximité immédiate du centre. Donc, il reste les quelques parcelles que vous voyez intéressantes de 1000-2000 m² qui offrent des possibilités de densification très intéressantes et attisent les convoitises des promoteurs. Donc, nous avons une veille, avons acheté la maison au milieu. Et depuis, la collectivité reçoit tous les 3 mois un promoteur avec un projet soit sur le périmètre jaune que vous visualisez, soit côté périmètre bleu, mais tous comprennent notre terrain du milieu. Donc, on a un peu superposé les outils avec un droit de préemption instauré par la collectivité et nous sommes aujourd'hui en cours d'instruction d'une DIA sur la maison voisine. Donc, on se posera réellement la question, est-ce qu'on achète, on préempte ce bien-là ou est-ce qu'on le laisse le promoteur, en l'occurrence, l'acheter et on négociera par la suite du fait de cette possibilité de surseoir à statuer due à ce périmètre. Nous avons la veille, donc à chaque transaction, on peut intervenir au niveau de la maîtrise foncière. La commune a pris une délibération pour instaurer ce périmètre de surseoir à statuer et en parallèle, elle mène une étude avec un partenaire Rhône, en l'occurrence, pour affiner affiner son projet à cette échelle. Pour à l'issue des 2 ans en fait de possible, au bout d'un moment, elle a en définitif, on va dire, un peu plus abouti que simplement la volonté de ne pas laisser fleurir des choses, des opérations immobilières disparates. Donc, pour arriver à un projet d'ensemble. Et pour ce faire, on est indispensable dans le montage final puisqu'on maîtrise le bien stratégique. Donc,
là, elle s'assure la maîtrise totale de ce qui va s'y faire en fait. Très bien, merci Boriana. On va enchaîner sur la ZAD, la zone d'aménagement différé, un outil qui a un petit peu un nom trompeur parce que c'est pas un outil qui permet d'aménager directement, c'est un outil qui permet de réaliser des grandes réserves foncières qui serviront bien après à des projets d'envergure, d'où le terme de différé. C'est un vieil outil de l'urbanisme qui date des années 60 et qui vous permet de mener des opérations de long terme sur des surfaces très importantes. Donc, ce qui peut motiver la création d'une ZAD, c'est un petit peu les mêmes objectifs que dans le droit de préemption urbain, donc des projets relatifs à l'habitat, au renouvellement urbain, à l'accueil d'activités économiques. C'est un outil qui est beaucoup utilisé pour créer des pôles, des parcs d'entreprise, par exemple, et qui dans le passé a été aussi beaucoup utilisé pour créer des grands parcs d'attractions, ces grands parcs de loisirs qui nécessitaient des surfaces foncières importantes. Alors, comment ça se passe en fait l'instauration d'une ZAD? C'est d'abord une compétence de l'État. Hein, c'est l'État qui peut décider, notamment dans un projet d'intérêt national, la création d'une ZAD sur un périmètre particulier. Il peut le faire en lien avec les collectivités locales, mais il peut aussi l'imposer aux collectivités locales. Et c'est un outil aussi qui est à disposition des intercommunalités, qui peuvent également, après accord avec le préfet et les communes du périmètre concerné, instaurer une ZAD. C'est un outil qui est indépendant du PLU, mais qui doit néanmoins être compatible avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc, vous savez, c'est ce grand document de planification urbaine qui est commun souvent à plusieurs intercommunalités. La ZAD, c'est un dispositif qui est valable 10 ans, renouvelable plusieurs fois. Donc, vous pouvez, si c'est justifié, le faire durer sur de nombreuses années et elle peut être supprimée à tout moment. Alors, c'est un outil en fait concrètement qui vous permet d'instaurer un droit de préemption sur un secteur particulier et contrairement au droit de préemption urbain qu'on a vu, vous pouvez l'instaurer également sur des zones agricoles et naturelles. Le bénéficiaire, le bénéficiaire pour le coup, ça peut être n'importe quelle personne publique, ça peut être un établissement public foncier et ça peut être éventuellement un acteur privé comme un concessionnaire d'opérations d'aménagement. Donc la nature des transactions que vous pouvez acquérir en ZAD, ce sont les mêmes qu'en droit de préemption renforcé, ce qui veut dire que là encore, dans tous les cas, vous devez saisir l'avis des domaines pour toutes les transactions. Le champ d'application de la ZAD, je vous l'ai dit, il peut être instauré partout. S'il superpose avec un secteur de droit de préemption urbain, il s'impose à lui. Donc, vous pouvez éventuellement le faire cumuler avec votre droit de préemption urbain. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec la ZAD, c'est que sa date de création va servir de référentiel au juge de l'expropriation pour fixer l'évaluation de la valeur des biens. Donc, c'est en fait un moyen de négociation pour acquérir le foncier en vous garantissant selon le secteur concerné que cette acquisition ne va pas être trop chère et que surtout vous avez un argument pour parer les rétentions foncières, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui ne voudra pas vendre justement en se disant mon foncier il est indispensable pour ce projet de plusieurs millions d'euros, je vais essayer d'attendre pour faire monter les enchères, vous avez ce référentiel qui vous permet de passer outre. Et là encore, les propriétaires bénéficient du droit de délaissement. Alors pour illustrer un petit peu concrètement une ZAD, cette fois c'est moi qui vais m'en charger. Je vais prendre un exemple qui n'est pas très loin de l'Isère, qui se situe dans la Drôme, qui est le parc d'activité Rovaltin, donc qui se situe à une dizaine de kilomètres au nord de Valence. En fait, dans les années 90, quand la SNCF, l'État et les élus locaux ont décidé de positionner une nouvelle gare TGV au nord de Valence, et ben, tous les acteurs concernés se sont dit que ça serait très judicieux d'adosser à cette gare un parc d'entreprises qui voilà, serait à 2h30 de Paris, 1h15 de TGV de Marseille. Et donc, dès 1994, ils ont instauré un périmètre de ZAD sur un grand secteur de 300 hectares autour de l'endroit où allait être construite la gare, sachant que la gare n'a été inaugurée qu'en 2001. Donc, ils ont anticipé les choses pour petit à petit acquérir toutes ces réserves foncières.
Et aujourd'hui, c'est un parc d'activités qui est encore aménagé en phase successive. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été élaboré il y a plus de 25 ans et qui permet aujourd'hui de réaliser des aménagements en ayant acheté le foncier à un prix raisonnable. Sachant que, petit bémol, c'est quelque chose qui a été fait sur du foncier agricole et qu'on vous l'a dit, aujourd'hui, ce genre de procédures, elles seront probablement, en tout cas à l'avenir, de moins en moins possibles. Néanmoins, la ZAD, elle pourra être envisagée sur des secteurs déjà urbanisés, peut-être à l'avenir. Le deuxième outil dont on voulait, l'ultime outil dont on voulait vous parler, c'est la ZAC, la zone d'aménagement concerté. Alors la ZAC, c'est un peu une petite machine de guerre d'aménagement du territoire. C'est en tout cas l'outil le plus élaboré que vous ayez, auquel vous ayez accès, vous, collectivités locales, pour élaborer des projets. C'est un outil qui vous permet d'élaborer des projets assez importants, des projets structurants qui impliquent des équipements publics. Et qui vous permettent surtout de faire contribuer des acteurs privés au financement de ces équipements publics. C'est un outil qui permet la grande maîtrise de toute une opération d'aménagement, depuis sa définition jusqu'à la délivrance des autorisations d'urbanisme. Donc, c'est vraiment des projets au long cours, mais qui sont très cadrés, qui vous offrent la possibilité d'aménager une grande zone sur un temps long à travers un phasage des travaux. Donc, c'est un outil qui est beaucoup utilisé pour construire des morceaux de ville d'une certaine façon. Il est particulièrement adapté aux situations foncières complexes et il est notamment beaucoup utilisé dans les opérations de renouvellement urbain où vous avez voilà, des secteurs déjà bâtis avec de multiples propriétaires qui sont assez complexes. Il vous permet, je l'ai dit, de financer une partie des équipements publics par les opérateurs privés et c'est un outil qui est déconnecté en principe du PLU, mais désormais vous pouvez les élaborer de façon parallèle. Et attention, c'est un outil qu'il ne faut pas confondre avec les zones d'activité commerciale que vous trouvez parfois des panneaux à côté des entrées de ville qui parlent de ZAC quelque chose. Ce n'est pas forcément les zones d'aménagement concerté dont on parle. C'est une initiative, la création de la ZAC peut être à l'initiative de toutes les personnes publiques. Néanmoins, la création implique la définition d'un périmètre, d'un premier périmètre, qui va mener à de la concertation assez fine avec les acteurs locaux, avec les habitants, avec les associations, et puis une phase d'évaluation importante, notamment d'évaluation environnementale qui est obligatoire pour les ZAC supérieurs d'une superficie supérieure à 10 hectares et éventuellement agricole si ça remet en cause du foncier agricole. Vous avez de très nombreux dossiers successifs parce que c'est des projets au long cours. Hein. Donc, au fur et à mesure de chaque étape, vous allez devoir élaborer des dossiers. L'aménagement de la ZAC, concrètement, elle peut être conduite en régie, mais la plupart du temps, elle est concédée soit à une société d'économie mixte, soit un aménageur privé qui va en fait concrètement assurer l'aménagement de la ZAC. Quelles sont ses conséquences foncières? Les propriétaires disposent du droit de délaissement et vous pouvez instaurer le sursis à statuer pour figer le secteur le temps de réfléchir à l'élaboration de cette ZAC. La ZAC, elle ne donne pas automatiquement accès à la préemption et à l'expropriation, mais par contre, et là encore, c'est ce qui est intéressant, c'est que si vous lancez une DUP ou une préemption, la date de création de la ZAC servira de référentiel au juge de l'expropriation pour faire ses estimations. C'est un outil utilisé qui permet de financer des équipements publics à travers un système le système de la charge foncière, c'est-à-dire que l'aménageur va prendre à sa charge certains aménagements comme les réseaux, comme certains équipements publics. La contrepartie, c'est qu'il va bénéficier d'une dérogation concernant la taxe d'aménagement, une fraction de la taxe d'aménagement, c'est un arrangement, c'est-à-dire qu'il ne va pas la payer, mais il va financer vos équipements publics. L'enjeu, c'est qu'il finance les équipements publics à proportion de l'utilisation réelle par rapport aux usagers de la ZAC. Donc, par exemple, si vous financez une école, vous faites financer une partie de la construction d'une école en ZAC, il faut, si le secteur de recrutement de l'école est bien supérieur au périmètre de ZAC, vous ne pourrez pas faire financer l'ensemble des travaux de l'école par l'opérateur de la ZAC. Et elle peut être supprimée à tout moment, même si cela nécessite un dossier un petit peu précis. Et je vais passer la parole. Alors, point de vigilance, simplement avant de passer la parole à l'EPORA, c'est que c'est un dispositif lourd qui s'adresse plutôt au territoire urbain ou en phase de lettres et qui peut être soumis au préalable à l'organisation de fouilles archéologiques préventives que vous payez vous aussi. Donc, il faut être vigilant.
Valérie, je te passe la parole. Oui. Oui, alors effectivement, nous intervenons peu dans le cadre de ZAC. On va faire un témoignage par rapport à un accompagnement d'une commune de 7000 habitants, mais qui est en couronne lyonnaise, hein, donc qui bénéficie d'une forte attractivité. Et elle a lancé une ZAC en 2012 sur un site de un peu moins de 4 hectares et demi. Il y avait un programme ambitieux dans cette ZAC, puisqu'on est sur la création de 200 logements, dont 20% de logements sociaux, des rez-de-chaussée commerciaux et des espaces publics pour recréer des places et recréer une centralité à cette commune. Donc, l'EPORA est l'opérateur foncier, c'est-à-dire bon, qu'il a acheté les fonciers à l'amiable et par expropriation, je vous l'ai démontré tout à l'heure, et puis il les porte en vue de réaliser les travaux de requalification. Donc là, on a fait la démolition d'un certain nombre de bâtis, et on revend le foncier à l'aménageur qui a été désigné par la commune dans le cadre d'une consultation. Et on voit là sur les photos, là déjà, les programmes immobiliers qui ont été réalisés et donc qui amènent donc de nouveaux logements et la constitution de ce nouveau quartier. Donc, en fait, je vais vous faire le témoignage de la commune, hein, pourquoi elle a choisi de passer par une ZAC. C'est parce que pour elle, c'était à la fois une opération d'aménagement et un outil financier. Et donc, c'est vrai que ça remplit bien ce double rôle. Là, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, effectivement, on est dans le cadre d'une ZAC concédée. Donc, c'est une SEM hein, qui réalise cette ZAC. Et en fait, c'est l'objet d'une négociation hein, entre la commune et l'aménageur. Et en fait, il y a eu le choix dans le traité de concession que le risque financier soit porté de manière significative par l'aménageur. Donc là, effectivement, pour la commune, c'était intéressant. L'aménageur, il a vraiment apporté une ingénierie. Pierre l'a souligné tout à l'heure que c'était quand même lourd en termes de dossier. Et donc, alors, autant le dossier de création de ZAC a été porté par la commune, autant après l'aménageur, il a l'ingénierie pour justement pouvoir faire tous les travaux, pour pouvoir trouver après les promoteurs, phaser l'opération, etc. Et c'est une ingénierie que la commune de 7000 habitants n'en disposait pas. Après, la commune, elle voit un gros avantage à cette procédure, c'est qu'elle est très bien associée au déroulement de la ZAC. En fait, l'aménageur envoie ce qu'on appelle le CRAC, c'est-à-dire le compte-rendu annuel à la collectivité, ce qui fait qu'elle a toutes les informations régulières, notamment les bilans financiers. Elle participe au choix des opérateurs immobiliers. L'aménageur, dans la mesure où il réalise des espaces publics, il a une maîtrise d'œuvre qui fait plein de phases d'études. Et là, la commune a toujours été associée tout au long du projet. Donc, en fait, c'est vraiment son projet qui se réalise. Après, effectivement, les espaces publics, ils sont financés dans le cadre des recettes de la ZAC. Donc, même si la commune apporte une participation dans le cadre du bilan de la ZAC, ça a un impact financier réduit par rapport à si elle avait dû réaliser les espaces publics dans son budget. Après, ce qui l'a intéressé dans ce dispositif, c'est qu'elle nous a mobilisés parce qu'on avait un bon partenariat avec cette commune et donc on a pu faire l'ensemble des acquisitions dans le périmètre. Donc, du coup, c'est aussi, on a été un outil précieux tant pour la commune que pour l'aménageur. Et on a un portage foncier qu'on assure. Et donc, du coup, ça veut dire aussi que pour l'aménageur, on avait aussi une entente entre nous. On le revend le foncier quand on l'a démoli, donc prêt à être après aménagé, au moment où le ménageur en a besoin pour réaliser ses îlots. Ce qui fait qu'il n'y a pas de frais de portage qui sont inclus dans le bilan. C'est l'EPORA qui les porte au titre de sa mission qu'il déroule sur les territoires. Voilà. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher, ça reste une procédure qui est lourde administrativement, notamment Pierre l'a évoqué tout à l'heure pour le dossier de création, de réalisation, etc. Il y a vraiment des démarches avec là aussi une procédure à suivre. Pour la commune, ça lui a pris du temps au début parce qu'il a fallu effectivement qu'elle installe cette procédure. Mais ensuite, comme on dit dans le cadre d'une ZAC concédée, elle est vraiment associée au projet et elle en suit son déroulement et le bilan financier. Donc, du coup, pour elle, elle voit beaucoup d'avantages à avoir pris cette procédure pour réaliser le programme ambitieux, parce qu'on parle bien quand même de 200 logements, de rez-de-chaussée commerciaux et d'espaces publics. Donc, un gros projet.
Merci Valérie. Donc la ZAC finalement, elle complète un peu la boîte à outils. Aujourd'hui, c'est une boîte à outils, des outils du foncier qu'on vous a présenté avec des outils qui vous permettent d'acquérir le foncier, des outils qui vous permettent de réfléchir à son aménagement et puis un outil, en l'occurrence la ZAC, qui permet d'aménager le foncier, sachant que dans cette colonne-là, en fait, il y a un certain nombre d'outils dont on n'a pas parlé ce soir, qui avaient été évoqués dans les précédents webinaires, comme le PUP, le projet urbain partenarial, ou la taxe d'aménagement majorée. Il y a vraiment beaucoup d'outils dans le foncier. Donc, il y a, voilà, construire une stratégie peut reposer sur de très nombreux leviers. Pour poursuivre les échanges, n'hésitez pas à contacter l'EPORA ou le CAUE. On est disponible pour échanger avec vous ou vous accompagner sur vos projets. On vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.